Bonjour à tous et, et bienvenue pour ce webinaire un peu retour sur la JFTL. Donc le but Bonjour à tous. Bonjour à tous. Le but c'est vraiment partager avec vous des retours, donc des retours de Bruno, Julien et moi-même, Marc, mais aussi d'avoir vos retours, de pouvoir échanger. Et à la fin, on vous proposera un petit questionnaire pour améliorer la JFTL et savoir. Ça partage plus le bon écran, Bruno. Oui, je vais changer. C'est parce que je vais me mettre en mode diaporama. Donc c'est pour ça que vous voyez la météo. Donc ça vous permet aussi de. Donc je vais changer l'écran que je partage pour avoir le bon écran. Donc il fait beau à Besançon, c'est très rare. Ouais, c'est vrai, c'est une nouvelle information. Est-ce que j'ai bien arrêté le partage ou pas encore? Donc là, n'hésitez pas à intervenir. Voilà. Je vais partager l'écran pour être en mode comment dire, permettre donc le mode diaporama. C'est ça que je voulais faire. Dites-moi si vous voyez le bon écran. Le bon écran. Est-ce que ça va au niveau de la projection, Marc, Julien? Ça va. Je suis en train de regarder quelque chose. Je pense savoir pourquoi Mickaël n'est pas avec nous. C'est parce que la personne qui a prévu ce webinaire a omis de l'ajouter. Et voilà. Normalement, il devrait pouvoir venir et animer comme c'était prévu. On va commencer pour le moment. Mickaël, c'est bon, tu devrais bientôt pouvoir arriver. Merci, voilà. Bravo. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien. C'est parfait. Très bien. Voilà. Enfin. Voilà, on est tous là, c'est parfait. Tout le monde arrive, donc je sentais effectivement être l'animateur, mais comme tu sais si bien, Marc, j'ai déjà commencé à introduire effectivement le sujet. Donc on attend encore que les personnes arrivent. C'est toi qui donne le go. On peut commencer. D'accord, très bien. Donc voilà. Donc je prends la main effectivement. Merci beaucoup de m'avoir enfin donné les droits. Comment dire, donc webinaire sur les retours de la JFTL, donc avec nos 3 intervenants stars. Donc on ne le présente plus. Directeur de la taverne, actuellement consultant, expert test et facilitateur chez Questit. Marc Tainé. Mickaël, tu veux que ça soit toi qui partage, peut-être? Je peux partager. Alors dans ce cas-là, faut que je. Ouais, on va faire ça. Hein. Désolé à tous pour ces petits pétouillages du démarrage. Donc on avait prévu que ça soit Mickaël qui partage son écran, et comme il n'était pas encore monté sur scène, maintenant c'est fait. Ouais. Voilà. C'est authentique. Voilà. Et en fait, c'est un peu moi. J'étais à la bourre. D'habitude, j'ai le temps de me connecter plus tôt. On a le temps de régler ce problème avant. Donc désolé. On va pas se flageller, c'est pas grave. Pas de problème avec des solutions, Marc, ne t'inquiète pas. Allez. Les gens sont bienveillants et nous n'en voudrons pas. Donc Marc, oui, effectivement, donc qui était président en plus du comité de programmation cette année. Comment vas-tu, Marc, déjà? Ça va très bien. Merci. Très heureux d'être là. Et voilà. Julien Maire qui nous a rejoint, donc qui est consultant freelance et qui nous a rejoint cette année pour la première fois, ses premières JFTL. Donc on va avoir un petit œil nouveau effectivement sur l'événement. Comment vas-tu, Julien? Mais écoute, ça va. Ça va top. Très bien. Et notre liste, Bruno, donc au bord du CFTL, enseignant chercheur et donc expert AI chez Smart Testing, donc qui est là depuis donc de nombreuses années au CFTL, au JFTL, et qui nous a donc laissé la main avec Marc et une équipe, l'équipe pour le comité de programmation.
Comment vas-tu, Bruno? Très bien, aussi heureux d'être là. Merci, Michael. Voilà, donc comment ça va se passer? Donc, on va faire une petite partie assez rapide où tous nos intervenants vont partager sur un fait marquant, sur de 2 à 3 faits marquants sur la dernière édition des JFTL, donc ce 2023 qui ont lieu. Donc, il y a déjà un mois, hein, ça allait super vite. Et on va ensuite enchaîner sur une petite table ronde autour de questions, commentaires que vous pourriez avoir côté participants. Donc, il faudra les poser dans le chat et la zone QR de Livestorm. Ça va venir un peu. Et il y aura un petit sondage à la fin à répondre qu'on vous enverra, dont on partagera les résultats avec la présentation directement sur un post de la taverne, comme vous en avez cliqué. Voilà. Donc on va commencer effectivement par Marc. Marc qui va nous parler un petit peu de la communauté test francophone qu'il a pu rencontrer cette édition. Merci. Alors, n'hésitez pas à intervenir n'importe quand. Vous pouvez poser des questions dans le chat, même quand on parle de ces sujets. Moi, ce que je retiens de la JFTL, c'est comme tous les ans, en fait, c'est la raison principale pour laquelle je vais à la JFTL, c'est la rencontre avec la communauté test francophone. Honnêtement, la communauté test est une super communauté. On les rencontre, on est content de les revoir. Repartage ton écran, Mickaël. Et donc, je dirais s'il y a des questions. Et voilà, il y a vraiment un super état d'esprit. On revoit des passionnés d'une année sur l'autre, comme Mickaël et Bruno, et on voit des personnes qu'on n'a jamais vues avant. Vous voyez un peu tous les posts LinkedIn avec les personnes très contentes d'être là, qui échangent avec des selfies. Donc ça vaut vraiment le coup rien que pour ça. Ouais, et peut-être donc Marc préciser que si pour ceux qui ne le savent pas, hein, que c'est 1300 personnes qui sont là à la conférence. C'est la plus grande conférence d'Europe, en fait. Ça s'est fait comme ça, parce que notre communauté finalement est dynamique et puis que ça s'est inscrit finalement année après année. Mais voilà, on rassemble 1300 personnes chaque année et avec, c'est vrai, beaucoup d'enthousiasme. On constate à chaque fois et c'était particulièrement vrai là en juin, le 12 juin 2023. Merci Bruno. Pour enchaîner effectivement de ton côté sur le retour d'expérience de la JFTL 2023. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on commence par les retours d'expérience? Parce que dans le programme de la JFTL, les retours d'expérience sont importants, sont très importants. Et d'ailleurs, pour vous qui participez, qui découvrez peut-être la JFTL, sachez que on prépare une édition sur l'autre un peu à l'avance et que bientôt on va annoncer, et Michael va annoncer d'ailleurs donc l'appel à présentation. Et ce que je veux vous dire là, c'est que finalement, on est tous porteurs de retours d'expérience, et que si vous avez envie, si vous en sentez l'élan, commencez à réfléchir sur ce que vous pourriez nous raconter et qui pourrait être proposé. Là, j'ai retenu 2 retours d'expérience. Le premier, qui est celui de Kima, là, que vous avez sous les yeux, et on vous donnera le lien pour accéder à toutes ces belles présentations. Pourquoi est-ce que je l'ai retenu? Parce que dans ce retour d'expérience-là, on voit bien l'évolution de notre métier de l'assurance qualité à l'ingénierie de la qualité. C'est-à-dire comment, finalement, on évolue vers une intégration de l'ensemble des activités liées à la qualité du soft au sein de l'équipe agile, au sein de l'équipe DevOps, quand on évolue vers du DevOps, et au sein de l'équipe en général. Et ce retour d'expérience-là avec, vous voyez, l'impact, 50% de bugs critiques en moins d'un trimestre sur l'autre, il est très significatif, très représentatif aussi. Et puis le deuxième, il y en a d'autres, il y avait 4 ou 5 retours d'expérience sur les 16 conférences. Le deuxième, Michael, si tu veux, donc à chaque fois, c'est l'idée de vous donner les liens. Alors c'est plus proche de moi, mais c'est aussi pour vous montrer ce travail de maturité qui a été là restitué par Olivier Proto, donc du Crédit Agricole, sur la façon dont finalement les pratiques en agile évoluent dans un aspect collaboratif. Parce que finalement, ce qui est important là sur cette diapo, c'est la façon dont on arrive à aligner les rôles qui sont ceux de l'équipe entre, bien sûr, le PO, les product owners et les devs et la QA autour
de la question des tests autour de la scénarisation, autour de pratiques comme la TDD, le BDD, ces techniques-là, et qui sont aujourd'hui finalement un apport majeur des tests du point de vue des bonnes pratiques en agile. Et la présentation d'Olivier Proutot était très mature et très intéressante pour ça. Voilà sur ce premier aspect important de la JFTL, les retours d'expérience. Merci beaucoup, Bruno. Et quant à toi, Julien, pour le coup, effectivement, en tant que freelance, tu as fait de vraies découvertes. Ouais, c'est vrai que moi, c'est la chose qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est la diversité. Ça peut paraître une palissade, mais la diversité des profils présents et surtout la richesse des interventions, les retours que j'ai eus des personnes qui ont participé. Moi, j'ai pas eu trop le temps parce que j'ai échangé avec pas mal de professionnels et de personnes vu que je découvrais la conférence, les journées du test logiciel dans les amphithéâtres. Donc, les interventions étaient vraiment de bonne qualité. Mais bon, les échanges que j'ai pu avoir avec, que ce soit avec les professionnels ou je dirais les personnes qui sont plus les testeurs en général, vraiment, c'était des profils vraiment diversifiés, des domaines diversifiés. Ce que j'ai pu aussi retenir, c'est que ça paraît aussi une évidence, mais c'est là qu'on rencontre vraiment les éditeurs, et puis je dirais c'est pas que des commerciaux, il y a vraiment des gens qui amènent des solutions. Quand on échange avec les exposants ou les éditeurs ou les ESN, il y a vraiment un haut niveau d'exigence et on a vraiment des échanges assez enrichissants à ce niveau-là. Puis ce que j'ai remarqué aussi, en échangeant aussi avec pas mal d'éditeurs, c'est qu'il y a une vraie volonté de partage et d'enrichissement mutuel. C'est-à-dire que le métier, moi, comme je l'ai vu il y a 5-6 ans, j'ai l'impression qu'il a évolué et que maintenant, je dirais que c'est pas tout le monde a une part du gâteau, mais le métier devient tellement porteur, il s'enrichit tellement que voilà, la concurrence, c'est pas qu'elle n'existe plus, mais c'est que voilà, c'est de la concurrence positive pour faire évoluer les outils, globalement, faire évoluer les outils, c'est ça qui est intéressant. C'est de l'émulation, en fait. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose une ambiance saine, même entre les ESN. On voit des personnes qui sont passées des ESN à autres et c'est toujours agréable d'aller voir ses anciens collègues. Et c'est convivial. Oui, tout à fait. Donc, vous avez un point négatif. Pardon? J'ai pas fini sur les points positifs. Il y a aussi en tant que freelance, parce que bon, faut être pragmatique. C'est vrai que dans le cadre de la prospection, dans les échanges qu'on peut avoir, les développements d'opportunités, mais j'y viendrai après. Je dirais que c'est aussi vraiment une opportunité parce que c'est là qu'on voit les choses qui sont un petit peu cachées dans les missions qu'on peut avoir. Et on découvre des choses, on peut avancer, on peut mettre après ça en œuvre chez les clients, etc. Des choses qu'on n'aurait pas pensé. Des petits éléments techniques, des petits éléments, des points d'avancement. On a des blocages, des fois, on échange, et puis c'est là qu'on peut, avec justement le haut niveau d'exigence et puis de profil, trouver des solutions. C'est vrai que ça peut être un vrai... voilà. C'est vraiment... Ça a vraiment enrichi mon expérience et vraiment, j'ai passé un bon moment. Et franchement, je pense que cette communauté, elle va continuer à grandir et ça va m'inspirer tout au long de mon parcours professionnel, ça c'est sûr. J'ai vraiment passé un bon moment. Voilà. Toi qui hésitais à aller à la JFTL parce que tu ne savais pas ce qui t'attendait. Je ne savais pas comment attendre, oui. Et j'ai pensé que c'était plus un truc de l'entre-soi, mais c'est vraiment pas de l'entre-soi, c'est vraiment très ouvert. Et j'invite vraiment, même si ceux qui ne sont pas du métier du test, mais qui sont curieux et qui ont potentiellement du test dans leur projet ou quoi que ce soit, qui se disent mais c'est quoi le test et j'aimerais bien en savoir un peu plus, à y aller, les yeux fermés, et puis ils verront que ils seront bien accueillis. Ouais. Effectivement, ton point négatif, tu peux noter. Tu n'as pas assez de mots d'être pas d'exposant. Oui, je l'ai noté, mais c'était plus de l'humour. C'est vrai que c'est un peu étroit. C'est un peu étroit. Ce que je peux reprocher, c'est que c'est un peu étroit. Peut-être que le lieu, il faudrait voir plus grand la prochaine fois, mais on en avait déjà échangé. C'est vrai que les journées des sociétés on en reparlera en effet. Voilà. Un sujet qui revient souvent, effectivement. Marc, tu as enchaîné par le tutoriel, tu avais des choses à dire? Moi, j'aimerais bien revenir là-dessus. Parce que en fait, la JFTL, même si elle s'appelle la journée du test logiciel, c'est en 2 jours. Et la première journée, c'est des tutoriels. Et en fait, moi, j'aime beaucoup cette journée. Ça permet d'aller en profondeur sur des sujets. Ça permet d'avoir des échanges privilégiés parce qu'on a 3 heures avec des personnes. Alors, c'est sûr qu'il y a un gros manque de place. Cette année, en 3 semaines, on avait prévu 6 semaines pour les inscriptions. En 3 semaines, on a dû fermer parce qu'il y avait 270 participants. Mais c'est vraiment
un super moment. On échange, on va en profondeur. Et pour moi, elle est aussi intéressante, cette journée, que le mardi. Donc, je souhaitais revenir dessus. Et c'est d'ailleurs justement parce qu'on voit l'intérêt de ces tutoriels que l'on a proposé un nouveau format cette année à la JFTL, le format de 1h30, où on avait un atelier technique sur l'IA et une table ronde, qui eux aussi ont connu un succès assez important, plus que ce qu'on avait estimé. Merci beaucoup, Marc. Hop. Et donc, comment dire, Bruno, tu veux Oui, alors, sur les news? c'est clair que comme c'est le rendez-vous, finalement le rendez-vous annuel de la communauté, le plus important, et puis c'est aussi l'occasion d'avoir des nouvelles de ce qui est porté. Vous savez, le Comité français des tests logiciels, il a finalement 2 rôles. Il y a cette organisation, la JFTL, et puis il est le relais aussi de l'ISTQB. Et donc, et parmi les activités, et c'est ce premier point, peut-être enlève l'animation, comme ça on va se focaliser, Michael, si tu reviens un cran en arrière, sur une première annonce qui a été faite lors de la CFTL, de la JFTL, c'est le lancement de l'enquête 2023. Alors, qu'est-ce que c'est cette enquête? Eh bien, c'est une enquête de référence. Il y a entre 7 et 800 répondants chaque année, chaque édition, mais qui n'est pas annuelle, qui est bisannuelle. Et ça, c'est important parce que, comme elle a lieu depuis 2013, je vous assure que les résultats sur l'évolution des pratiques, des organisations, des savoir-faire, sont un baromètre, constituent un baromètre dont on voit exactement les tendances. Alors, elle est lancée, il y a déjà plus de 100 réponses. Et si vous aviez besoin d'une motivation, ce dont je suis pas sûr, je voulais vous dire que les personnes qui répondent reçoivent en primeur l'intégralité des résultats. Donc c'est communautaire, on contribue et on bénéficie de ça. Bien sûr, ça sera rendu public sur le site CFTL, mais après un peu plus de mise en page, puis le temps de. Donc voilà, un petit incentive, c'est effectivement, il faut y passer entre 10 et 15 minutes, mais ça vaut le coup parce qu'on contribue à cette bonne vision. Et puis la deuxième annonce qui était vachement importante cette année, parce que ça n'arrive quand même pas tous les ans, c'est que vous savez, le corpus, les qualifications finalement des testeurs s'appuient sur les certifications ISTQB. J'imagine que pas mal d'entre vous sont certifiés au niveau fondation en particulier. Le niveau fondation s'est renouvelé et avec une version 4. Donc la dernière version était 2018, on a la version 3, on a une version 4. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes certifié, vous devez le repasser, puisqu'il y a une persistance de la certification, mais ça veut dire que il y a une adaptation à l'évolution des pratiques. Par exemple, vous voyez, on va parler de release planning, d'itération planning, tout ça c'est nouveau dans cette version-là, de pyramide des tests qui a été intégrée dans la version fondation. Donc on voit bien que l'agilité a créé une vraie empreinte sur notre métier du test et elle est disponible. Donc ça veut dire que maintenant, dans les mois qui viennent, les certifications fondation vont se faire sur la V4. Voilà, donc c'était une info importante qui ont été données. Et puis évidemment, je vous encourage vraiment à participer à l'enquête CFTL 2023 et vous aurez les résultats. On avance. Et le petit plus peut-être que je trouve moi sur cette enquête Bruno chaque année, c'est oui effectivement c'est l'enquête d'avoir les résultats de l'année, c'est intéressant, mais l'évolution comme tu dis depuis 2013, ça donne de voir qu'il y a certaines choses qui évoluent et certaines choses qui ne changent pas. Moi je trouve ça toujours passionnant à chaque fois qu'il y a effectivement une publication Notamment, l'automatisation des tests qui peine à avancer malgré les retours d'expérience et les explications que l'on donne. Tout le monde est toujours d'accord à automatiser, mais c'est marquant de voir que effectivement, exactement, c'est l'exemple que j'avais en tête, Marc, c'est que l'automatisation, ça n'explose pas que ça devrait. Pour le coup, de ton côté, Julien, tu vas pas nous parler d'opportunités? T'entends pas? Tu t'es mute.
Ouais, tu es muté, L'erreur Julien. de débutant, autant pour moi. C'est vrai que, en tant que freelance, quand on arrive là, rencontrer les éditeurs, c'est avoir accès aux dernières technologies, aux innovations, tout ça. Et c'est vrai que ça permet aussi de se projeter sur son métier, comment il va devenir, à quoi, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Et tous ces éléments-là, on peut les capter qu'à ces occasions-là, parce que c'est vrai que c'est pas des choses pour lesquelles on a forcément accès durant nos missions, parce qu'on a une sorte de train-train, etc., qui s'installe. Et c'est vrai que l'innovation, faut partager, il faut réseauter, il faut s'ouvrir. Et c'est vrai que c'est qu'à cette occasion-là. Moi, c'est ce que j'ai pu faire aussi à cette occasion-là. C'est vraiment l'occasion de rencontrer des professionnels, d'échanger sur les suggestions, les idées, et puis potentiellement aussi nouer des partenariats, hein, parce que c'est vrai qu'en tant que freelance, c'est vrai que c'est l'occasion de challenger aussi les éditeurs dans la mesure où c'est pas influencé, hein, c'est influencé à chacun à sa hauteur, mais les éditeurs sont assez friands de retours d'expérience sur l'utilisation de leurs outils, sur les améliorations qu'ils pourraient y amener. Et c'est vrai que là, en tant que freelance, on a aussi un poids, on arrive avec chacun à son niveau, avec une certaine expérience, voilà. Et donc du coup, ils sont assez demandeurs là-dessus. Ça permet aussi de faire de la veille technologique, c'est vraiment essentiel, je pense. Et puis, c'est vraiment positif. Voilà, le final, c'est ça, c'est ce qu'il faut voir, c'est vraiment du partenariat, du networking, des nouvelles opportunités. Ça permet surtout de rester à la pointe du métier parce que le test évolue. Vous parliez d'automatisation, ça prend pas parce que peut-être que ça change, et puis il y a plein de solutions. Il y a peut-être aussi, c'est comme à chaque fois quand il y a quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait une certaine, il y a toujours un temps de latence, puis après ça prend quoi. Hein. Donc là, c'est vraiment l'occasion de voir un petit peu tous ces outils, tout ce vers quoi on peut aller. Hypothèse voilà. sur l'avancement de l'automatisation, c'est aussi qu'on a plus de tests, on veut en automatiser plus, et les gens réalisent plus que l'automatisation, ça ne va pas être que certains tests, et que le périmètre d'automatisation, en fait, il grossit énormément, et ça fait que la vitesse à laquelle on automatise va pas plus vite que la vitesse d'augmentation du périmètre. Tout à fait, parce qu'auparavant, j'avais une solution d'automatisation, c'était plutôt basé sur les tests de non-régression. Maintenant, ça va avec des solutions comme celle de Bruno ou d'autres. Et ça va aller carrément sur les parcours utilisateurs. Et donc là, le périmètre va encore plus s'élargir. On va pouvoir amener d'automatisation sur à peu près l'ensemble de la pyramide du test. J'exagère peut-être, mais à terme, ce sera ça. Et c'est une bonne tendance. C'est une bonne tendance parce que ça sécurise, ça gère les risques, etc. Donc voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant, vraiment, à la fois d'être en freelance, d'être écouté, de nouer des partenariats et surtout de potentiellement avoir des nouvelles opportunités. C'est un vrai catalyseur d'opportunités. Merci beaucoup, Bruno. Maintenant que c'est une présentation, ça s'y intéresse tout le monde, effectivement, on peut en reparler lors de la table ronde juste après. Parce que je pense qu'il y a encore des choses à dire. Ensuite, de ton côté, je crois que du côté de Bruno aussi, vous avez constaté qu'effectivement, il y avait une émergence des sujets d'actualité. Je le vois en gros en rouge par rapport à l'IA, mais pas que. Alors, ça, c'est vraiment un point. Bruno parle des retours d'expérience. Moi, j'ai plus un peu l'esprit taverne, qu'est-ce qui est nouveau, les innovations, comment c'est fait. Et c'est vrai que une bonne partie des conférences est liée à toutes ces actualités, ces nouvelles façons de voir le test, nouvelles façons de faire comprendre le test, nouveaux outils pour le test. Donc, il y a l'IA, il y a eu beaucoup de choses sur l'IA. Il y a eu des keynotes sur le Green IT, on commence à en parler pas mal. Et le test au-delà du test avec la gamification. Donc, moi, c'est des choses que je trouve vraiment intéressantes. Et en plus, comme vous pouvez voir, des nouveautés, des actualités, mais sur l'organisation et sur ce qui est proposé par la JFTL avec des ateliers d'1h30 ou même le test en question. On a proposé un questionnaire et quelque chose d'un peu plus vivant sur la fin. Oui, effectivement. Merci Marc. Pour le coup, on va parler d'automatisation IA avec Bruno. Oui, alors c'est aussi un petit un petit flash là sur des choses qui ont été discutées. Donc les deux présentations étaient dans la même session. En fait, l'automatisation, ça fait 10 ans qu'il y a et au-delà même, qu'il y a des présentations à la JFTL
et avec toutes les facettes de l'automatisation, de son organisation, de sa mise en œuvre concrète. Et j'ai trouvé que c'était intéressant là, justement pour toucher du doigt les difficultés qu'on rencontre, hein, mais aussi voir les promesses de l'IA en particulier, parce que donc ça c'est la présentation de Christophe Moustier, j'imagine qu'une partie d'entre vous connaît Christophe, puisqu'il a écrit plusieurs livres hein, sur les tests en agile, et voilà, il intervient souvent finalement dans différents de façon très experte. Et là, il nous a fait quelque chose d'assez pointu, mais qui est bien représentatif des problèmes qu'on rencontre. Parce que la vraie vie, c'est quoi? C'est que maintenir un patrimoine de tests automatisés, c'est complexe, qu'on sort du coup, du fait de ces problèmes de maintenance, à des problèmes finalement de fiabilité des résultats, hein, ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire du fait qu'un test va répondre false alors qu'en fait c'est un problème dans l'environnement de test, dans le script de test, etc. Et que tout ça, ça participe. Alors, il apporte des solutions, hein, donc c'est plutôt un teaser pour aller voir sa présentation. Il apporte des solutions en particulier méthodologiques et organisationnelles pour être dans la rigueur. Mais vous voyez, on fait face, hein, il y a un peu de lucidité sur les problèmes à traiter, et les flaky tests, comme on les appelle, sont parmi les difficultés vraiment qu'on doit affronter et solutionner. Et puis le deuxième, est plus proche de moi, hein, la deuxième chose, ça participe de l'IA, mais aussi de nouvelles façons de voir les tests. C'est Julien Bottella qui a présenté ça, et en fait de concepts qui sont émergents, qui sont nouveaux, qui sont de quelle façon, pour les tests de régression, on va pouvoir s'appuyer sur l'analyse donc des données d'usage, hein, de la collecte des parcours utilisateurs pour finalement tester juste. C'est ça le sujet. Et comme il y a de la data, il y a de la data sur anonyme, hein, bien sûr, mais anonymiser sur les parcours utilisateurs, l'IA nous aide à extraire des patterns, nous aide à proposer les bons scénarios. Donc là, vous voyez aussi, ça dénote un peu des évolutions dont parlaient à la fois donc Marc et puis Julien, puis aussi Michael. Donc voilà, pour ces deux éclairages sur la partie automne. Et la partie IA, vous voyez, je vous disais que ça fait 10 ans qu'on parle de la partie automne. La partie IA, c'est plus nouveau, mais on voit qu'on n'a pas fini. Hein. C'est que le début. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on ait tous en tête. On est au début de quelque chose dans l'IA appliquée au test. Bon, il y a le test de l'IA, mais dans l'IA appliquée au test, on est au tout début de l'histoire qui va se raconter. C'est passionnant. Sur l'IA, il y a un rapport de Sogeti qui est très complet en 8 parties de plusieurs dizaines de pages chaque partie. Donc, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. On va mettre le lien, d'ailleurs. Je peux m'en occuper. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Bruno. Et puis, effectivement, par rapport à ça, il y a eu pas mal de présentations, sur l'IA, hein, que ce soit la keynote d'Olivier au départ, et de plusieurs présentations, plusieurs conférences sur l'IA, et même des points sur l'IA. C'était un sujet assez moteur cette année. Et donc, effectivement, je place le lien ici pour que tous nos spectateurs puissent accéder aux présentations qui sont dès aujourd'hui disponibles sur le site du CFTL. On a effectivement, par contre, comme je vous ai dit avec Bruno tout à l'heure, on a mis le focus uniquement sur les conférences. Un tutoriel, ça dure 3 heures, et souvent les slides sont plus là pour vraiment en support. Et comme on disait, c'est qu'un tutoriel, ça se vit. Donc là, il n'y aura pas les supports des tutoriels, uniquement sur des conférences de la JFTL, pour information. Donc, n'hésitez pas à prendre le lien, ou alors aller sur Google, taper CFTL, et vous aurez CFTL ou JFTL, et vous aurez très rapidement et très facilement accès à ces présentations. Et merci Bruno pour le partage de l'étude de Sogeti. Oui, tu peux te permettre, vas-y, permets-toi. On parle beaucoup d'automatisation, d'intelligence artificielle, mais il y a aussi vraiment, moi, ce que j'ai ressenti par rapport aux échanges, c'est vraiment aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, mais l'écologie, toute la partie green, on ne le met pas assez en avant. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est ressorti lors de cette GFTL, quoi. Aujourd'hui, ça devient, c'est un marqueur différenciant pour les entreprises. Et le test, si en plus il y a il y a cette approche-là, c'est vraiment un élément différenciant en plus de l'automatisation. C'est pas seulement un élément différenciant, ça fait aussi partie des appels d'offres.
on doit avoir une société qui répond à un appel d'offres dans le test, doit avoir une politique RSE, doit être capable de la mettre en avant. Ouais. Et il y a pas mal de sujets qui montent, et notamment la conférence que j'ai faite mardi sur la qualité durable. Exactement. C'était pour justement faire le lien avec ta conférence. Anissa pose justement une question sur les tutos. Et malheureusement, non, il n'y a pas non plus de rediffusion live. Alors, les tutos, c'est pendant 3 heures et c'est vraiment du travail d'équipe. En fait, on fait réfléchir les gens, on les fait intervenir. Dans différents sujets, il n'y a pas non plus d'enregistrement. Par contre, C'est ça. il y a des tutoriels. C'est une volonté d'être en collectif. Hein. C'est quand même la volonté de la JFDL que ça soit un moment vécu. C'est ce que d'ailleurs, Julien, et que tu mets en avant, mais ce qu'on a tous ressenti, c'est-à-dire qu'il y a une expérience. En fait, c'est l'expérience vécue et elle se vit humainement, quoi. Elle se vit dans la connexion finalement aux autres. Hein. En fait, c'est vrai que ça fait un peu ancien, vieux jeu ce que je raconte, mais c'est quand même l'histoire qu'on a envie de raconter, c'est la connexion, quoi. Se connecter dans la communauté. Par rapport au tuto, Pardon. Par rapport au tuto, il y en a ceux qui ont vraiment du succès, ceux qui ont eu des très bons retours, sont gardés d'une année sur l'autre. Donc, si on est triste d'avoir loupé un tuto, il y a des chances de le retrouver l'année d'après. Par contre, ils ne sont jamais conservés plus de 2 ans. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que disait Bruno juste avant, effectivement, que le JFTL, c'est quelque chose qui se vit. C'est-à-dire, même il y a quelques années, vous vous souvenez, quand on était tous à la maison confinés, à aucun moment on s'est dit, faut le faire en distanciel. C'est-à-dire, en gros, je crois qu'on n'avait même pas envisagé les questions, mais qu'on l'a fait en présentiel, et que même pendant la période du Covid, on a réussi à faire 12 éditions. C'était en septembre, à ce moment-là, il me semble, on a fait les deux en septembre. Oui, on est passé à travers les gouttes, on a décalé, mais on l'a fait. Ça s'est super bien passé, et ça a permis aussi à ce moment-là où on était vraiment tous confinés et autres, de se retrouver et de partager. Et je trouve que ces éditions-là ont une certaine saveur, justement, qui ont fait du bien au monde du test et à tous les intervenants. On avait envisagé l'annulation, mais pas la dématérialisation. Ouais, exactement. On va passer à la table ronde. Donc, j'ai enlevé les textes, j'ai mis une jolie photo. On fait une taverne, table ronde. Allez. Le roi Arthur, c'est Benoît alors. Voilà. Exactement. Donc pour le coup, il y a le lien, parce qu'en fait, il y a le lien vers le questionnaire aussi, qui peut initier et créer des questions. En fait, le lien, le questionnaire, on a mis effectivement le lien vers le sondage juste après, mais je préfère, on s'est dit qu'effectivement, n'hésitez pas à aller effectivement répondre au sondage, mais je trouvais ça effectivement plus dynamique si les gens posaient directement les questions et que le sondage serve après pour faire une petite restitution après le webinaire. C'est ce que j'en pense, là, pour le coup. Mais vous pouvez répondre tout de suite au sondage ou poser des questions directement en live. Oui, voilà, en fait, l'idée c'était dans l'interaction en fonction de votre envie d'ailleurs, et puis des questions que vous pouvez vous poser, c'est sûr que. Qui est allé à la JFDL, toujours les questions qu'on peut se poser. Alors, soit des questions, soit des remarques. Ouais. Ou des ressentis que vous avez eus. Peut-être une breaking news. Il y a une question de Julien qui est arrivée. Et on va la lire. Une question de Caroline. Je suis nouvelle dans le métier. Je viens d'intégrer une start-up où je dois mettre en place au niveau QA et je ne sais pas par où commencer, à part la certification ISTQB que je souhaite passer à la fin de l'année. Avez-vous des conseils à me donner? Alors moi, j'en ai un. Je dirais qu'effectivement, il y a vraiment une question de montée en compétences sur l'ensemble sur les activités clés. Les activités clés, c'est la stratégie de test, c'est évidemment la conception, l'implémentation des tests et au travers de la taverne, je donne cette source parce que c'est super vulgarisant, mais aussi super complet. Aujourd'hui, je ne sais pas combien marque. Donc, la taverne du testeur, je ne sais pas si ça fait partie des ressources francophones les plus complètes, dans la mesure où c'est des articles qui vont faire quoi entre un quart d'heure et 10 minutes et un quart d'heure de lecture, mais qui du coup apportent des éclairages. Voilà, je m'intéresse à tel point, je tape les mots-clés, je trouve un article. Donc c'est vrai qu'il y a un chemin, Caroline, c'est-à-dire que
Là, tu es en face de toi avec Julien, Michael, Marc, des gens super expérimentés quand même. Hein, Mais les personnes super expérimentées, elles ont commencé un jour. Hein. Il n'y a pas de débat. Et voilà, c'est la curiosité qui va te guider. Et il y a maintenant pas mal de ressources. Donc, je citais la taverne et évidemment la certification fondation, ça va consolider tout ça, on va dire. Ouais. Il y a pas mal d'événements. Après, si peut... D'accord, on donne juste aussi qu'on a aussi pas mal de communautés autour du test sur LinkedIn, par exemple. Il y a un groupe, le Milité du test, et que je pense que les personnes expérimentées sont tout à fait amènes et comment dire dévouées pour répondre à toutes les questions que tu pourrais avoir concrètes au moment de mettre en place. Mais Bruno a répondu pour le départ. Là-dessus, vous pouvez me contacter. Hein. Ouais, alors, il y a tout ce qui est aussi échange avec la communauté, donc ça peut être à travers LinkedIn, mais ça peut être aussi à travers des événements, donc des webinaires comme aujourd'hui, des conférences qui ont lieu sur place. Mardi, il y en avait une à Sofia, il y a eu la soirée du test à Bordeaux en avril, il y avait la JFTL, il y a une soirée du test qui est annoncée à Lille. Donc, il y a de plus en plus d'événements de plus ou moins grande ampleur. Il y a la Paris TechSconf, qui est vraiment un événement de grande qualité à Paris en novembre. Je ne sais plus la date exacte. Mais... 10 octobre. Si je peux me permettre, je pense pour avoir un peu lu sa question, je pense ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est par où on commence pour faire ça. Alors là, c'est vrai que c'est peut-être pas le lieu, mais oui. Ouais. Vrai le mieux, c'est de nous contacter, un des quatre, plutôt moi. Moi, je suis plus disponible que les autres. Enfin, j'en sais rien. Je dis ça, mais de toute façon, au pire, si j'ai pas le temps, je pourrais vous réorienter sur quelqu'un qui pourra vous aider. On est plusieurs, on se connaît tous, et le plus simple, c'est ça. Effectivement, ça reste, la question est assez large. Et je trouve que, effectivement, la réponse qu'on a donnée a permis d'avoir non pas des bases complètes, mais effectivement d'avoir de l'acculturation du test. Voilà, ça sert à ça, l'acculturation. Et pour rebondir sur ce que disait effectivement Bruno, pour la Paris TechSconf, c'est le 10 octobre 2023. La date rapidement. Excellente conférence. Voilà. Est-ce que les participants ont des questions? J'ai laissé effectivement le sondage pour aller répondre, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, sinon on peut. Moi j'ai des questions pour lancer des sujets de conversation autour du test. Donc on va attendre. Je vais attendre une petite. Voilà, on est une petite. Merci beaucoup, Caroline. Donc si vous avez des questions, on enchaîne sur une question. Sinon, moi alors pas que des questions. Si vous voulez parler de votre expérience de la JFTL ou des sujets en particulier que nous on n'a pas abordés, allez-y. Hein. Pour ceux qui sont venus, Voilà. Une autre question qui va arriver peut-être. Non. Vous voulez que je lance une conversation pour le coup? Ce qui est intéressant justement sur la présentation qui a été élue meilleure présentation 2023, la conférence de Zoé TV sur justement un bug politique qui parle justement de, moi je trouve ce sujet passionnant et qui a passionné pour être présent, j'ai été présent et qui a passionné et même fait intervenir la communauté et puis tout en restant bienveillance. Moi j'ai trouvé ça justement formidable les réactions et c'était effectivement sur le fait d'utiliser d'être un petit peu plus inclusif en utilisant des outils un peu moins cassants. Merci beaucoup. Mais comment dire un peu moins parce qu'effectivement quand on va utiliser les supports inclusifs ou autres, c'est assez clivant, voilà, c'est le mot parfait. Et donc on a l'utilisation de l'écriture à scène qui permet justement de non-genrer les termes qu'on utilise dans l'équipe. Et justement, sa conférence parlait de ce sujet et des tests. Est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai pas tout compris en fait, parce qu'il y a un problème de son. J'ai pas tout compris la question. Je me demandais, est-ce que vous avez vu cette conférence justement et qu'est-ce que vous avez pensé du sujet justement? Bruno, j'ai mis en ligne la présentation et c'est vrai que ça n'avait jamais été traité ce sujet dans une profession qui est très féminisée en fait par rapport à la profession développeur. Nos collègues développeurs est beaucoup moins féminisée que ça. C'est chouette et du coup, c'est la façon dont elle a posé ça. Moi, j'ai été vraiment à la fois intéressé, mais en même temps, je dirais, très responsable, très réaliste, quoi. C'était très réaliste. Mais parmi vous, est-ce que des personnes ont vu la conférence de Zoé TV? Moi, je l'ai vu en direct.
évidemment, parce que je connaissais le sujet, elle est présente sur YouTube, 15 minutes un peu, où elle le refait. Et ouais, moi, j'aime beaucoup parce qu'elle parle d'un sujet d'actualité, de problématiques qui ont été vues d'un point de vue scientifique. Le fait que quand on demande à une jeune fille est-ce qu'elle pourra être chirurgien, elle répond dans 10-15% seulement oui. Et si on lui demande chirurgien ou chirurgienne, avec entre parenthèses, et là, dans ce cas-là, ça monte à 40 et 45%. Donc le fait que tout soit fait pour au terme masculin pose des problèmes au niveau sexisme, au niveau séparation, au niveau égalité des chances, parce qu'il y a de l'autocensure. On part de ce problème-là. Elle parle des solutions qui ont été tentées et très médiatisées et les problématiques qui sont avec. Et elle propose une autre solution, un regard décalé pour répondre, qui correspond très bien à Zoé, parce que Zoé, elle n'a pas une formation technologique. Elle a une formation en littérature ou quelque chose comme ça. Donc très littéraire. Et elle propose une écriture épicène avec déjà des dictionnaires et un dossier partagé sur Git qui permet de voir qu'est-ce qu'on a comme solution à ce type de phrase. Pour ceux qui ne connaissaient pas le terme épicène, moi j'avoue que je l'ai découvert lors de la conférence. C'est plutôt de dire, quand il y a un terme qui dit vous êtes connecté et eux, c'est de dire, c'est de mettre plutôt connexion au site, par exemple. Et voilà, des petits changements même dans les sites qu'on peut retrouver et qui auraient du sens, et vraiment qui aient du sens et qui ne sont pas du tout associés à un genre. Et à Séverine, qui a assisté à la conférence, qu'elle a trouvée très intéressante, et qu'elle aurait même aimé pouvoir pousser plus loin. Donc, pour pousser plus loin, il faut vraiment soit rentrer en contact avec Zoé, soit essayer de son côté de voir ce que l'on peut faire et ce qui est faisable. Si je peux me permettre d'intervenir sur cette problématique, en fait, il y a deux sujets. Il y a la langue, la structure de la langue. Quand on parle, c'est pas pour contredire quoi que ce soit. Et il y a le sujet persona dans un test. Un persona n'a pas de genre, c'est un utilisateur, utilisatrice, utilisateur. Un utilisateur en tant que tel, c'est pas un utilisateur masculin ou féminin, c'est non genré. Donc la problématique, c'est vrai qu'elle fait sens c'est surtout, je pense, par rapport à la sensibilité des gens qui vont dérouler les tests plus que sur le fond. C'est plus sur la forme. Enfin, moi, c'est mon point de vue. C'est sur la forme, comment les gens appréhendent la chose, plus que sur le fond. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'au final, c'est un élément, le persona, qui va faire le test. Persona masculin ou féminin. Bon, après, c'est ce qui est dit. En fait, le problème, là, donc ça fait partie du problème de la langue française, c'est que dès qu'on arrive sur l'équivalent d'un neutre, qui est ni masculin ni féminin, on emploie le masculin. Et c'est vrai que son exemple où elle nous fait fermer les yeux, où elle dit tout en féminin, on ressent que c'est du féminin et on se sent beaucoup moins concerné en tant qu'homme. Et les études montrent que c'est exactement le cas chez les femmes. Ouais, non, c'est pour ça que la conférence était très bien faite, assez interactive. Et moi, j'ai trouvé justement qu'elle a apporté quelque chose. Et elle a vérifié. Je trouve, effectivement, après, c'est mon avis personnel, qu'elle a mérité d'être un sujet intéressant. dans les présentations préférées. Et Séverine, effectivement. C'est un sujet, ce que nous a dit Séverine dans le chat, là. Je suis assez d'accord avec Séverine, effectivement. C'est des questions difficiles, parce que effectivement, en même temps, faut arriver à trouver la bonne voie. C'est-à-dire une voie qui complexifie pas trop, qui en même temps soit porteur de cette authenticité au sens de bien porter l'ensemble des genres, quoi, on va dire. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, je trouve. C'est la richesse et le défaut de pratique, quoi. En même temps. Oui, puis de l'histoire, de l'humanité quelque part, en tout cas. Ouais. Clairement, ça vient de loin, je veux dire. C'est pas des choses qui sont apparues comme ça. Je sais pas ce que Séverine voulait dire, mais c'est effectivement de dire que l'inquiétude dans la robotisation de l'utilisateur, c'est en gros de faire de plus genrer quoi que ce soit, et on va pas avoir une sensation de ne plus cibler personne. Et ça, effectivement, ça risque on risque d'avoir une sentiment d'impersonnalité. Et c'est pour ça qu'en fait, l'autre solution qui était aussi, il y a l'épicène pour certaines choses,
L'autre solution aussi, c'est de la personnalisation. Et en fait, Et même le dans le mixer. cadre, Mm. dans le cadre où le site ou l'outil fait des choses pour nous, bah, la plupart du temps, en fait, ils l'utilisent pas. Oui. C'est ça qui est un peu dommage, effectivement. Quand le joueur est, par exemple, est renseigné, bah, il y a certains sites, même si le joueur est renseigné, ça n'est pas utilisé. Et ça, c'est effectivement, ça peut être travaillé. On Par pourrait contre, même aller, faut alerter, on est tout à fait d'accord on sur pourrait ce même point. aller plus loin dans le genre et dans l'utilisation et l'appréciation d'une application. Il peut y avoir des parcours alors féminins ou des parcours masculins. Je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, mais par rapport à une sensibilité ou quelque chose comme ça d'une application, on peut peut-être avoir justement amener des testeurs masculins ou féminins pour avoir justement un retour d'expérience et une appréciation. Là, on tombe sur des clichés. Ouais. Ouais. Non, C'est mais ça, sur des effectivement, clichés. ouais. non, c'est pas C'est des le clichés, risque. c'est des réalités. C'est un outil qui est plus dédié à des utilisateurs typiques. C'est des cibles. Ouais. C'est pas du cliché. Faut Oui, effectivement, ça faut peut le faire devenir. des, Ça peut le devenir. C'est un faut risque, faire en tout cas, attention. oui. Ouais. Mais il y a une Oui. attention particulière à porter au sujet, tout à fait. C'est ça. Ce que dit Séverine, moi, je suis en phase aussi, hein, Séverine, c'est-à-dire sur le fait que ce qui est intéressant, c'est aussi de s'appuyer sur le réel, c'est-à-dire quelle est la réalité, par exemple, par l'analyse de l'usage, hein, c'est un sujet, mais pour éviter justement de projeter d'autres clichés. C'est pas facile, hein, mais c'est pour ça que le réel est assez intéressant, en fait. Alors, voilà, tout à fait. Il y avait une question. On avait une Il y a une question, question. exactement, c'est ce que je voulais dire. Une question de Aurélie Siri qui nous indique qu'elle n'est pas informaticienne, elle voulait savoir c'est quoi la différence entre test QA et dev ainsi que IA. Alors effectivement, sans être hors sujet, c'est toujours intéressant de répondre à la question pour les personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas cette appétence. Donc je vais laisser nos intervenances répondre. Qui prend la main? Moi, je veux bien. C'est une vaste question. En fait, test QA, dev, souvent ça va être le niveau de test sur lequel les personnes vont intervenir. Il y a différents niveaux de test qui sont définis par l'ISTQB. Le composant, donc si on prend un puzzle, c'est la pièce du puzzle. L'intégration, donc si on reste sur le puzzle, c'est comment on intègre les pièces, est-ce qu'elles s'emboîtent bien 2 à 2. Le système, est-ce que le puzzle représente bien une image, par exemple une image de pyramide. Et donc l'acceptation, est-ce que ça représente bien la pyramide que je veux? Parce que moi, je suis au Mexique, je veux une pyramide maya, je veux pas qu'on me mette une pyramide égyptienne. Et les testeurs, en général, ils sont plus sur du test système, sur une correspondance aux demandes, aux spécifications. Et les développeurs vont être plus axés sur les tests unitaires de leur code qui vont être composants. C'est grosso modo ça, c'est ça qu'on peut retenir, même s'il y a toujours des exceptions et des différences. Ensuite, l'IA, l'IA n'est qu'un outil. Donc l'IA va pouvoir servir n'importe où. Oui, peut-être sur l'IA, pourquoi est-ce qu'on en parle tant, hein? C'est lié au fait que finalement on a compris qu'il y avait des innovations, en tout cas une évolution technologique en IA qui allait nous servir d'assistant. Alors, je t'ai bien mis au futur, qui allait quoi, hein, c'est-à-dire que c'est un peu excitant parce que du coup, et ça nous interpelle parce que quel va être le rôle de ces services à base d'IA, quel est notre rôle, nous, en tant que professionnels, et comment ça nous aide et ça ne nous remplace pas, comment nous, on se positionne du point de vue de nos compétences, et j'ai pas la réponse à aucune de ces questions. Hein. Mais du coup, c'est intéressant, quoi, parce que on voit bien qu'il s'est passé des choses là qui sont en train de s'accélérer quand même. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pour demain matin, hein, mais ça veut dire que c'est en train de se mettre en place. Et que si on se place sur un horizon des 5 à 10 ans, oui, il est en train de se passer quelque chose qui intéresse la communauté du test dans la façon dont ces pratiques évoluent et elle va saisir de ces outils-là. Avant de répondre à la question de Jérôme, je pense qu'il faut voir aussi, c'est que dans notre métier, c'est déjà un sujet qu'on a pris au bras le corps. Quand on prend par exemple, là il y a Mickaël qui fait partie chez Mister Suricat, toi qui fais partie de Smart Testing, il y a d'autres éditeurs qui existent, JITest, je ne vais pas tous les citer, c'est pour pas faire de préférence, voilà. Et ben, je pense que c'est déjà des sujets
C'est des éléments déjà constitutifs de vos solutions. Donc l'IA aujourd'hui, grand public comme on la voit, c'est un sujet, mais l'IA dans le test, c'est déjà quelque chose de vraiment pas nouveau, quoi. Voilà, dans l'outil lui-même, dans les outils de test. C'est mon point de vue. Hein. Moi, je suis Alors, assez d'accord avec je veux bien répondre à Jérôme, hein, si vous voulez. En fait, oui, Jérôme, c'est clair que oui. C'est-à-dire que, en fait, dans les enquêtes hein, sur l'état de l'automatisation, les 3 difficultés qui montent de façon, qui sont le plus mises en avant, c'est la pénurie des automaticiens de test. C'est deuxièmement le problème de la maintenance des artefacts de test automatisés, enfin du code, etc. Et troisièmement, c'est le problème de savoir quoi tester. Et ben sur ces 3 sujets, le fait d'avoir des assistants qui vont faciliter, par exemple, la correction du code, etc., va faire gagner du temps. Enfin, sur les 3 sujets, ça a un impact, donc ça va effectivement accélérer l'automatisation. Les capacités d'IA vont accélérer l'automatisation des tests logiciels. Voilà, sur 3 des problèmes, il y en a d'autres, hein, mais c'est quand même marquant, quoi. Il y a une conférence à ce niveau-là, à ce propos-là, il y a une conférence effectivement de Julien Van Quakebe et attends, je n'ai plus le nom de l'autre intervenant malheureusement. Non, Michel Sangaré. Michel Sangaré exactement sur est-ce que l'IA va remplacer le testeur et justement la réponse est ni oui ni non hein, parce qu'effectivement on est sur des outils qui vont aider, qui vont permettre d'aller plus vite, mais c'est vraiment quelque chose qui a accéléré presque envie de dire entre le début de l'année et maintenant. Hein, c'est en gros effectivement la révolution entre guillemets de ChatGPT. Il y a comment dire comme Google qui arrive avec Bard. Il y a vraiment un nouveau type un nouveau type d'utilisation de l'IA qui va forcément à un moment ou un autre servir dans l'IA. Et j'en discute des fois avec des développeurs de notre côté. Il y en a qui utilisent ChatGPT de manière courante pour avoir en fait un départ. En fait, ça aide en termes de départ. En fait, c'est ça qui est fort. Ça permet d'arriver avec une structure. Après, la même structure, d'avoir aussi du phrasé sans avoir besoin de le rédiger. Et c'est assez bluffant et efficace. Et donc oui, clairement, l'IA va nous permettre une accélération. Et ce qui, moi, de mon point de vue, par rapport au sujet de la conférence, ne va pas remplacer le testeur, mais va permettre aux testeurs, là encore, comme l'automatisation accélère les tests manuels, l'IA va permettre aux testeurs de faire encore plus de comment dire, d'actions, d'activités à valeur ajoutée. Et en gros, on va encore, le testeur va faire des choses encore plus intéressantes derrière. Là où il peut être comme serein aujourd'hui, c'est que la maturité des outils IA, si on n'amène pas beaucoup de structure et beaucoup de contexte comme peut avoir un testeur, on n'en tirera rien de l'outil en fait. C'est-à-dire que c'est un très bon synthétiseur d'idées par rapport à des questions très précises qu'on va lui donner. Mais si on lui pose une question vague, l'outil ne sera pas capable de générer quoi que ce soit qui va nous amener quelque chose de différenciant. Donc ça, on a encore quand même si au niveau du public, il fait des choses simples de façon excellente, dans notre métier, je pense qu'on a encore vraiment le temps avant qu'on soit remplacé par cet outil-là. C'est mon point de vue. Voilà. Marc, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas forcément. C'est nouveau. On est dans une phase de hype, mais une phase de hype où on commence à avoir vraiment des utilisations. Et la vraie question, c'est comment on va pouvoir mettre cette IA au service des testeurs et comment on va pouvoir répondre à nos problématiques. On a vu, en fait, c'est comme si on était dans un sport collectif. On a vu qu'il y avait un joueur qui était très bon. On sait qu'il va courir vite et qu'il va taper fort. Mais va falloir savoir comment l'intégrer à l'équipe maintenant. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment des questions. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas fini d'en parler, vous voyez, parce que ça va quand même nous amener à changer un peu. Ça va nous faire évoluer, nous, en tant que profession. De toute façon, le métier fait que changer. Hein. On a l'habitude. Oui, ça. Déjà, l'agilité avait pas mal fait changer le test, ça change tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, des métiers dynamiques, hein, c'est ce qui fait aussi son attrait. Hein. C'est que c'est un métier hyper intéressant de ce côté-là. Devenez testeur. J'ai participé justement sur l'évolution aussi du métier du test en général. J'ai participé à 2 conférences d'Antoine Strass et Jean-François Pézy, qui sont beaucoup sur le quality engineering
justement qui amène comment dire la méthodo et qui présente pas mal de choses sur le sujet et qui reste pour moi encore un sujet assez complexe, j'avoue, mais qui est vraiment passionnant justement sur l'évolution du testeur et du test et de la qualité surtout dans les équipes de développement. Oui. Vous avez d'autres Il n'y a plus de questions et ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin. À la fin. Il reste 2 minutes. Ouais. Voilà. Marc, est-ce que tu veux le mot de la fin en tant que maître de la taverne? Oh non, je te le laisse avec plaisir. En tout cas, voilà, moi j'attends vraiment la JFTL 2024 avec impatience, voir ce qui va être traité, comment, ce qu'il y aura de nouveau et re-rencontrer les contributeurs de la communauté, les membres de la communauté. D'ailleurs, à ce sujet-là, sans faire de pub, n'hésitez pas à proposer vos sujets pour la prochaine JFTL si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est toujours pour les conférences. Les conférences, c'est très important. À la rentrée, tout à fait, oui, il faut présenter. Et pour faire un petit topo aussi, on a eu énormément de propositions cette année. Et on espère en avoir autant, voire plus, l'année prochaine pour pouvoir proposer encore une JFTL à la pointe des thématiques et comment dire, et juste avant les JO 2024. Sachant que la JFTL, faut pas hésiter à proposer parce qu'il n'y a pas que la JFTL. JFTL est liée avec d'autres soirées du test. Et on peut très bien envisager qu'un sujet que vous ne pourrez pas mettre à la JFTL, vous le présenter à d'autres conférences, etc. Enfin, voilà, ça c'est pour le petit. C'est comme vous parlez des Paris Test se compte, là. Nice aussi. Le 10 octobre 2023. À Bordeaux aussi. Oui, il y a des initiatives locales, tout à fait, qu'il ne faut pas hésiter à. Bordeaux, Paris-Lille. Ouais. Bon, merci à tous. J'ai remis en slide l'action présentation. N'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Julien et merci beaucoup Michel. Marc. Merci de m'avoir laissé participer à ce webinaire. Merci Michael, c'était chouette de t'avoir comme animateur. Voilà, j'espère que Tu reviendras l'année prochaine. Oui, je reviendrai l'année prochaine et puis on essaiera de présenter aussi. On n'a pas parlé des tests sur questions, on essaiera de présenter quelque chose aussi. Maintenant, on a quelque chose, on a la pression pour essayer de proposer quelque chose aussi sympa l'année prochaine. Très bien. À bientôt, j'espère. Voilà. Bonnes vacances à tous. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Et bonnes vacances d'été. Au revoir. Ouais, merci. À bientôt. Vous de même.